Et nous voilà de retour en Turquie. Après avoir visité la Géorgie et l'Arménie, c'est le comeback dans ce grand et magnifique pays. Je dis le comeback parce qu'à l'aller, quand on est allé en Géorgie, on s'est d'abord arrêté à Istanbul pour visiter cette ville pendant 3 jours. Parce qu'on ne savait pas si au retour on allait rentrer par la Grèce, prendre un bateau ou quoi, donc on préférait la visiter à l'aller. Donc maintenant on est de retour pour visiter la totalité du pays. Ça fait 2 jours qu'on est revenu. Hier on a visité la grande cité de Hari, qui était en fait au Xe siècle la capitale du royaume arménien. Malheureusement on n'a pas d'image parce qu'il y avait vraiment une pluie torrentielle et un vent de Patagonie, donc on s'est juste contenté de visiter et d'en prendre plein les yeux, mais on n'a pas sorti la caméra. Et donc là, aujourd'hui, on est dans ce site magnifique, les Cheminées de Fez, à côté de la ville de Erzurum. Donc comme on peut voir, une roche rouge ocre qui en fait est due à la présence de fer qui s'oxyde dans la roche. C'est quand même un site très ancien, 2,5 à 3 millions d'années. Donc ça commence à dater un petit peu. Donc maintenant, on t'emmène avec nous pour visiter la Turquie. Et c'est parti pour la découverte de la Turquie. Ce vaste pays s'étend sur environ 783 500 km², soit plus d'une fois et demie la taille de la France. Il compte près de 86 millions d'habitants, faisant de lui l'un des pays les plus peuplés de cette région. Située à cheval entre l'Europe et l'Asie, la Turquie est séparée par le détroit du Bosphore, au cœur d'Istanbul, véritable carrefour entre les deux continents. Elle partage ses frontières avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et l'Azerbaïdjan. Le pays est dominé par de grands massifs montagneux, comme ceux du Taurus et du Pont, et son point culminant est le mont Ararat à 5137 mètres, lieu légendaire où l'arche de Noé se serait échouée. La capitale est Ankara, mais c'est Istanbul, ancienne Byzance et Constantinople, qui reste le centre historique et culturel du pays. Née en 1923 sous l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk, la République de Turquie succède à l'immense empire ottoman. Majoritairement musulmane, elle conserve un mélange fascinant d'héritages orientaux et européens. Des plages turquoises de la Méditerranée aux paysages lunaires de Cappadoce, des montagnes d'Anatolie aux cités antiques comme Éphèse, la Turquie offre une diversité incroyable de paysages et de cultures. Un pays à la croisée des mondes où se rencontrent histoire millénaire, nature grandiose et hospitalité légendaire. Là, on était dans un petit village au milieu des montagnes, complètement perdu. Et on a trouvé un petit robinet pour faire le plein d'eau, parce qu'on était complètement à vide. Et là, tous les habitants du village ont débarqué et nous ont vus. On a commencé à parler avec eux et au final, ils nous invitent là à prendre le thé avec eux. C'est incroyable, l'hospitalité turque. Ils sont refaits qu'on soit en train de filmer, qu'on a une chaîne YouTube et Instagram. Du coup, il fallait absolument qu'on poste tout ça pour faire la promo de leur village. Hüsam, Nuro, oh là là. Binali. Binali. Pinali. Ha? Pinali. Nafis. Mafis. Emma. And Quintin. Quintin. Kendilerine çok odaklanmışlar. En Turquie, comme dans d'autres pays que nous avons traversés, la barrière de la langue se fait vite sentir. Alors, on sort le traducteur sur le téléphone en espérant pouvoir se comprendre. Et finalement, ça marche. Et c'est pour cela qu'on adore voyager. Malgré les mots qui se perdent, les gestes qui remplacent les phrases, la communication devient simple, naturelle. On s'est rendu compte que de ne pas parler la même langue ajoutait quelque chose de beau à nos rencontres. Cette distance, ces incompréhensions, tout ça crée une autre forme de lien plus sincère, plus humain. Des moments de partage où les sourires remplacent les mots. Là, on a le droit au thé, au fromage, la confiture, le miel, le pain qu'ils viennent juste de faire. Ils font tout ici. C'est incroyable. C'est tellement gentil. C'est vraiment Ici, le thé est bien plus qu'une simple boisson. C'est un rituel, un moment de partage.
Et il en va de même pour le petit déjeuner, copieux et savoureux, c'est une véritable institution. Des assiettes pleines de fromage, d'olives, de confitures, de miel, tout est fait pour prendre le temps. On ne se presse pas, on savoure, on discute et on rit. Bah là, ils nous ont demandé s'ils pouvaient trouver des filles en France. Donc Quentin a dit qu'il les prendrait en vacances pour les amener en boîte de nuit et trouver des filles. Donc là, on va leur apprendre quelques mots de français pour pouvoir parler aux filles en France, quoi. Attends, genre, je te trouve très jolie. Je te trouve très jolie. Bonjour. Le cours de langue se retrouve quelque peu perturbé. Et pour cause, le grand chef a décidé d'essayer nos superbes lunettes de vitesse. Ici, les habitants n'ont pas pour habitude de croiser beaucoup de touristes. Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient venir par là, ils ont souhaité vous adresser un message. Teşekkür ediyoruz. Umarım sizi iyi ağırlayabilmişizdir. Merhaba. Herkesi de buraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Akşamda teze sallayın. El sallayın Nurullah. Et voilà, il est temps pour nous de repartir. Là, ils vont retourner travailler. Ils ont été super sympas de nous offrir le petit-déj, tout ça. On a été reçus comme des seniors. Tout ça, c'était juste pour nous. Eux, ils n'ont rien pris. Du coup, on ne pouvait pas partir sans leur faire un petit cadeau. Et vu que les lunchs de vitesse allaient super bien au grand chef, du coup, on va lui donner une petite paire. Biz sileriz, ver. Olsun, no problem, ver. Telefonu aç görüşüm şimdi. Telefonu. Telefona konuşayım diye. Gözlükler tak diye. Nasıl Yo, açtım ne abi? On reviendra ici avec plaisir. Bye bye. Bye bye. Yine bekleriz. C'est avec une certaine émotion qu'on quitte ce petit village encore imprégné de la gentillesse de ceux qui nous ont accueillis. Sur cette partie, on n'avait pas de plan, pas d'étape prévue. Juste le GPS, une direction et l'envie de se perdre un peu. On suit les routes qui s'effacent, les pistes qui ne mènent nulle part, simplement guidés par la curiosité. Notre but c'est ça, découvrir ce qu'il y a d'authentique, d'intact. Des lieux simples, préservés, loin du monde mais si proches de l'essentiel. Salut les gars. Ça, c'est les chiens typiques d'ici, les chiens d'Anatolie. Ils servent à garder les troupeaux au fin fond des vallées, là où on est. T'as des petits villages, des petits bergers qui ont leurs troupeaux de moutons qui partent en randonnée, les faire pâturer à droite à gauche. Et du coup, en général, t'as ces chiens qui gardent. Du coup, là, on est content d'être dans Zoubra. Là, du coup, on suivait une piste. On est à la frontière avec l'Iran. Et puis, on est tombé sur un poste militaire. Donc, on a demandé si on pouvait poursuivre. Ils nous ont dit que non. Donc, soit. Alors, la frontière entre la Turquie et l'Iran n'est pas sensible comme peut l'être la frontière entre la Turquie et l'Irak ou la Turquie et la Syrie. Mais néanmoins, en tant que gens de chez nous avec des frontières, on va dire, plutôt calmes, ça fait bizarre quand tu lis que les frontières entre la Turquie et l'Iran sont tranquilles. Mais néanmoins, tu arrives au bord, tu as des murs de 4 mètres qui sont construits, des tours militaires et des gars qui surveillent les frontières avec des énormes drones. Donc, selon les endroits du monde, on n'a pas tous les mêmes notions des frontières tranquilles, je pense. Bon, tant pis pour la frontière Iran-Turquie. Là, on se retrouve dans un cratère de volcan. Il est immense et au fond, tu as un gigantesque lac. T'en as même plusieurs, et dont un qui est énorme. C'est complètement exceptionnel. Tu as soit une route pavée, soit une petite piste. Là, on est sur la petite piste. Le but de venir là, c'était d'observer les ours. On a eu la chance d'en voir un hier soir débouler devant nous. Mais là, et du coup, je pense que c'est la journée. Du coup, ils ont dû repartir un petit peu à droite, à gauche, dans la montagne. Vu qu'il y a pas mal de tours opérateurs qui passent la journée, donc je pense qu'il y a un petit peu trop de monde pour eux. Et la nuit, ça se calme et ils descendent un petit peu plus sur les berges du lac. Formé il y a plusieurs milliers d'années par une éruption gigantesque, le cratère de Nemrut s'étend sur près de 8 km de diamètre et culmine à plus de 2800 mètres d'altitude. À l'intérieur, la nature a repris ses droits.
2 immenses lacs, des forêts et même des fumerolles qui rappellent que la montagne est juste endormie, mais pas tout à fait éteinte. Ici, on se sent tout petit face à la puissance tranquille de la nature. Au loin, on voyait plein de poussière sur la piste. On se dit, tiens, il y a un autre véhicule qui arrive. Pas du tout. Il y a un troupeau immense. Je sais pas combien il y a de moutons, mais ils soulèvent toute la terre entière. En Turquie, tout comme en Arménie ou en Géorgie, on croise encore beaucoup de bergers semi-nomades, surtout dans des zones très reculées comme celle-ci. Quelques jours plus tôt, on a eu la chance de partager un petit déjeuner avec 3 d'entre eux et d'en apprendre un peu plus sur leur mode de vie si différent du nôtre. C'est hyper impressionnant, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un volcan, le cratère il est tellement grand que là on est en train de rouler sur la piste mais au final comme si on n'était pas dans le cratère. C'est vraiment magnifique. Là tu vois, on était en train de se préparer à filmer, on est dans les petites rues de Mardin et justement on allait te présenter cette ville qui est à la frontière justement entre la Syrie et l'Irak. Et quand tout à coup, un petit monsieur nous a vus, est sorti, il nous a dit ok attendez, je reviens. Il est revenu évidemment avec un thé. On n'en parle pas assez, mais vraiment l'hospitalité de ce pays elle est juste incroyable. Et d'ailleurs, on rencontre pas que des Turcs ici, il y a pas mal de Kurdes entre les frontières donc avec l'Iran, l'Irak et la Syrie. Le peuple un petit peu partout ici. Et ils sont vraiment super accueillants. En tout cas, une chose qu'on remarque, c'est qu'il fait vraiment plus chaud ici. On sent qu'on commence à descendre, on n'a plus froid. Devlet Almanya? France. France. Quand tu voyages ici, il faut être flex sur le planning. Il faut pas être rigide à te dire à telle heure je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Parce que vraiment, là, je pense que depuis notre retour en Turquie, on va se transformer en tasse de thé. À chaque... on fait le plein d'essence, on nous propose de boire le thé. On va voir un électricien auto, il nous fait prendre le thé. Là, on commence depuis 10 minutes à visiter la ville. On est invité à prendre le thé. Et puis c'est génial. En plus, du coup, on discute avec les gens, on leur pose des questions. Ils sont hyper intéressés. On en apprend plein sur comment ils vivent leur mode de vie, etc. Donc, on prend le temps. Mais c'est vraiment c'est la meilleure façon de voyager, quoi. De rencontrer les gens, qui habitent ici. C'est incroyable. Accrochée au flanc d'une colline dominant la Mésopotamie, Mardin est une très belle ville du sud-est de la Turquie. Connue pour ses maisons en pierre claire, ses ruelles étroites et ses toits en terrasse, elle dégage une atmosphère unique, presque intemporelle. Ici, les cultures et les religions se croisent depuis des siècles. Marcher dans Mardin, c'est un peu remonter le temps et des millénaires d'histoire entre Orient et Occident. Pour visiter cette jolie ville, on a fait un petit tour dans les ruelles là où on s'est fait inviter à prendre le thé et là on est en train de se balader dans le bazar qui est pas du tout touristique. Là, clairement on voit qu'il n'y a que des locaux, on trouve tout ce qu'il faut pour la maison, les épices, il y avait le boucher, l'odeur du mouton, des tapis, tout plein de trucs quoi, c'est vraiment joli. Les stands sont vraiment chouettes. Et puis, c'est vraiment ancien, vieux bazar quoi. Si on trouve autant de savon sur les stands, c'est surtout parce que Alep, en Syrie, n'est qu'à 6 heures d'ici. Et qui ne connaît pas le célèbre savon d'Alep ? Il est temps pour nous de quitter la ville et de reprendre la route. De longues heures à travers des zones de rien, des paysages arides, vides, plutôt monotones. Ces étendues sans fin nous rappellent un peu notre descente vers la Patagonie. Après de longues heures de route, on retrouve enfin des pistes qui serpentent dans le massif du Taurus. La route disparaît peu à peu, remplacée par la poussière et les cailloux.
Autour de nous, les montagnes s'étendent à perte de vue. Les falaises, les vallées, la lumière, tout semble immense. On avance doucement, porté par la beauté brute du lieu. Et puis, sur les hauteurs, galopant sur ces pentes escarpées et très minérales, quelques ibex d'Anatolie apparaissent qui ne sont autres que les cousins locaux du bouquetin. À part eux, on ne croisera personne d'autre sur notre chemin. Et c'est au bout de cette piste, perchée à 2650 mètres d'altitude, que nous établirons le camp pour notre pause déjeuner. Pourquoi on mange pas de viande ici? Déjà ici, la viande de prédilection, c'est le mouton. Alors, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Mais vraiment, nous, le mouton, on n'aime pas du tout ça. On trouve ça trop fort. Moi, quand je croque dans un mouton, j'ai l'impression de croquer genre dans le caca d'un mouton dans une bergerie, quoi. Ça me... Enfin, c'est compliqué. Alors évidemment, si je suis invitée ou quoi, je peux totalement prendre sur moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le plat que je vais me préparer de moi-même. Voilà. On profite d'un très beau restaurant avec vue panoramique. Altitude 2008. C'est genre un peu comme un restaurant à Val Thorens, mais il n'y a pas les remontées mécaniques. On fait avec les moyens du bord pour faire le plein d'eau. Ça va, franchement, jusqu'ici en Turquie, on tombe toujours sur un pauvre tuyau perdu comme ça au milieu de nulle part. Et ma foi, ça fait bien l'affaire. Hein. Là, on a le petit captage de la montagne, plutôt pratique. Et nous voilà dans l'un des lieux les plus célèbres de Turquie, la Cappadoce, pour assister au très instagrammé spectacle des montgolfières. On doit l'avouer, c'est vraiment magnifique. Et puis, quand on a la chance de bien se placer, comme nous avec Zoubra, on peut profiter du spectacle presque seul, loin de la foule. On a vraiment de la chance parce que hier, autant ils ont décollé de tout là-bas, alors que ce matin, ils décollent de là-bas. Mais également d'ici, là, ils sont en train de gonfler toutes les montgolfières. Il y a plusieurs départs, à plusieurs heures différentes, enfin plusieurs minutes plutôt différentes. Et du coup, c'est chouette, on les a vu décoller dans le noir complet. Là, le jour est en train de se lever et franchement, c'est magnifique. Ça embrase le ciel, c'est vraiment incroyable. Là, ils sont tous en train de les gonfler avec les petits compresseurs. C'était un réveil matinal qui valait le coup. J'ai déjà fait un vol en montgolfière à Pras-sur-Arly et c'était bien parce que c'était des petites nacelles et dans la nacelle on était 4. Là, c'est des grandes nacelles et je sais pas, ils sont au moins 30. Donc ceux qui sont au milieu, je pense qu'ils vont pas voir grand chose. Et puis de toute façon, honnêtement, je pense que le spectacle est quand même mieux d'en bas en fait parce que il y a, je sais pas comment ça s'appelle, ces tas de sable. Ils sont super beaux mais c'est petit. Donc je pense qu'au final, vu du ciel, après t'as une grande étendue de rien. Donc je pense honnêtement que c'est mieux vu du sol.
longtemps qu'on n'a pas fait de sport. Il est tôt le matin, on a profité de notre réveil aux aurores pour voir le ballet des ballons, pour ensuite aller descendre dans le canyon et du coup faire une petite randonnée au milieu donc, de ces falaises. Alors c'est vraiment surprenant parce que d'en haut on se dit ouais bof, ça n'a pas l'air terrible. Et déjà c'est beaucoup plus profond que ce qu'on se l'imagine d'en haut. Et puis il y a des anciennes habitations troglodytes, c'est vraiment super. Et puis il y a aussi beaucoup de végétation, donc ça on s'y attend pas non plus, on s'imagine que ça va être tout plein de sable comme on le voit depuis le haut, mais pas du tout. J'espère que ça tient cette diablerie là. Ça fait un labyrinthe, ça fait des tunnels partout dans la roche. C'est trop rigolo. J'imagine trop organiser une chasse au trésor ici. Je pense que c'est incroyable. On poursuit notre traversée de la Turquie en direction de la côte, du côté d'Antalya. Peu emballés par la foule et l'ambiance, on décide alors de re-rentrer quelques kilomètres dans les terres pour y découvrir une magnifique cité antique encore préservée du surtourisme. On est dans l'ancienne cité antique de Termessos. C'est pas très loin dans l'arrière-pays au niveau de Antalya, donc sur la côte méditerranéenne turque. C'est magnifique. En fait, le site il est un peu étendu dans la montagne, il faut marcher un petit peu sur un sentier. C'est pas du tout touristique, c'est pas très connu. Ça a un peu été laissé, on va dire, en friche. Du coup, c'est vraiment super. T'as l'impression en fait d'être le premier explorateur qui découvre toi-même les ruines. C'est vraiment top. Perchée à environ 1000 mètres d'altitude, Termessos est une cité antique fondée par les Pisidiens il y a plus de 2000 ans. Mentionnée dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, elle est surtout connue pour avoir résisté à Alexandre le Grand en 333 avant Jésus-Christ. Son emplacement naturellement fortifié dans la montagne la rendait presque inaccessible. Aujourd'hui, on peut encore y voir les vestiges du théâtre, des temples et des murailles envahies par la végétation. Et pour conclure cette vidéo sur la Turquie, on t'amène avec nous dans l'incontournable ville d'Istanbul, une étape que nous avions découverte au tout début de cette deuxième partie du voyage. Et pour s'imprégner pleinement de son ambiance et de sa culture, rien de tel qu'une balade dans le Grand Bazar, où se mêlent comme partout ailleurs en Turquie, les parfums d'épices, les douceurs sucrées, les objets traditionnels, les tapis et les tissus colorés. Au détour de notre balade, on tombe sur ces célèbres boutiques de robes de princesse typiques de la Turquie, de véritables palais de tulle et de paillettes où s'exposent des créations dignes des contes orientaux. Ces robes ne sont pas que pour les mariages, elles font partie d'une tradition bien ancrée, notamment lors de la nuit du henné, une cérémonie qui précède le mariage où la future mariée porte une longue robe rouge, symbole d'amour et de chance. Au cœur du Grand Bazar se cachent encore les anciens caravansérails, ces grandes cours intérieures où les marchands de la route de la soie faisaient halte. À l'époque ottomane, on y entreposait les marchandises venues des 4 coins du monde, soie, épices, or, tapis ou pierres précieuses. Les voyageurs y trouvaient aussi un lit, de quoi nourrir leurs chevaux et un toit sûr pour la nuit. Aujourd'hui, ces lieux ont été transformés en ateliers et en petites boutiques. Pour découvrir la ville sous un autre angle, on traverse le pont de Galata, connu pour ses pêcheurs alignés tout au long de la rambarde. De l'autre côté, la tour de Galata domine la ville. Un endroit idéal pour prendre un peu de hauteur et profiter d'un petit thé en admirant Istanbul s'étendre à perte de vue. Après une bonne journée de marche dans toute la ville, c'est l'heure de goûter les friandises. Elles ont fait des loopings les friandises par contre. Le matin, on te conseille de te lever tôt pour visiter la mosquée Sainte-Sophie, un lieu chargé d'histoire. Ancienne basilique chrétienne, devenue mosquée puis musée avant de redevenir lieu de culte,
elle mêle aujourd'hui symboles islamiques et fresques chrétiennes. En levant les yeux, on peut encore admirer les mosaïques dorées et les visages des saints, vestiges d'un passé fascinant. Nous avons poursuivi la journée en visitant d'autres mosquées, toutes différentes mais aussi somptueuses les unes que les autres. Dans l'une des plus grandes, nous avons eu la chance d'assister à une prière, un moment chargé d'émotion et de spiritualité. C'était très intéressant tout à l'heure parce que dans la mosquée dans laquelle on était, il y avait des volontaires qui venaient voir les touristes pour parler un petit peu de la mosquée, sa construction, répondre aux questions, parler de l'islam. Donc on a beaucoup échangé avec lui, notamment de la place de la religion en France. C'était super intéressant et il nous a donné une traduction du Coran. Et c'est rigolo parce que quand on était en voyage en Amérique latine, après qu'on se fait arnaquer au Chili, il y a un monsieur qui nous a donné une Bible en espagnol. Donc Zoubra sera plein de textes religieux, on est protégés. Nous avons vraiment eu un coup de cœur pour cette ville, située à la croisée des mondes, où chaque quartier raconte une histoire différente. Entre ces mosquées grandioses, ces ruelles animées, ces marchés colorés et l'odeur du thé et de la nourriture à chaque coin de rue, Istanbul dégage une énergie unique. À la fois très moderne et profondément ancrée dans ses traditions, elle ne laisse personne indifférent. Dans le prochain épisode, on vit nos derniers instants d'aventure avec Zoubra. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.